Bonjour et bienvenue à Qu'en pensez-vous, votre émission d'actualité où on fait un survol d'actualité avec une analyse de l'actualité de la semaine, donc cette semaine pour la semaine du 2 février 2015. Et comme à chaque semaine, j'ai un panéliste de qualité cette semaine, Jules Simard, qui est aussi éditorialiste et journaliste pour le journal Le Nouvel Hebdo. Bonjour Jules. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ah, on est en forme malgré le froid. Malgré le froid, j'appelle même plus ça du froid. C'est ça. J'ai connu ça en Sibérie, je pense. Alors, non, honnêtement, là, on y goûte fin janvier, début février. Là, Mais il y en a toujours on est une dans des semaine, records, par je pense exemple. aussi. Oui. Par exemple, on On a battu hier le record à Roberval, puis aujourd'hui, on a battu un autre record ailleurs. Je ne sais plus où. L'actualité régionale, je ne sais pas si tu as vu ça, une pétition signée par des anciens maires, le maire de Jonquière, par plein d'anciens élus, plein de personnes, au-dessus de 2000 personnes qui ont signé ça et qui ont remis ça pour demander au maire Jean Tremblay de respecter la démocratie. Est-ce qu'on en est rendu là au Conseil de ville de Saguenay? Puisque là, on prend en parler toutes les semaines. Je veux dire, entre ça et un feuilleton à la Virginie, là, je pense que c'est plus intéressant de suivre le Conseil de ville à Saguenay. On en est-tu rendu à faire des pétitions pour que la démocratie se soit respectée? Dans un conseil de ville municipal. C'est ça. Je pense qu'on va loin avec cet élément de la pétition, mais on touche à un élément fondamental. Il y a à Saguenay une forte personnalité qui est maire. C'est un peu la mode, parce qu'on trouve ça à Québec, on trouve ça à Montréal. Or, ils ont plus facilement le crachoir quand vient le temps de se retrouver dans les médias dits réguliers. Ils ont plus facilement, donc, le crachoir. Et ça nous donne souvent de fois l'impression qu'ils dirigent et ils dirigent seuls. Bon, est-ce que je ne veux pas dire que M. Tremblay ne dirige pas seul. Je pense qu'on le voit, là, d'ailleurs, de plus en plus. Là, il dirige effectivement seul. Et je pense qu'on se doit aussi de respecter ceux et celles qui sont conseillers municipaux, peu importe la taille de la municipalité. Mm-hmm. Vous en parlerez à tous les maires et à tous les maires féminins aussi. C'est effectivement le respect des conseillers qui sont là, des échevins qui sont aussi des élus. Et ça se doit d'être écouté, d'être entendu et surtout que nous leur donnons aussi leur place à une tribune publique qui est le Conseil de ville. La pétition fait en sorte, je pense, c'est ça qu'elle réclame. Ce qu'elle réclame, c'est que les autres élus, autres que le maire, qui est aussi un élu, puissent avoir droit au chapitre, droit à la dissidence et droit aussi à exprimer des opinions sur l'ensemble des dossiers qui peuvent aller à l'encontre de l'opinion. Exactement. Il reste que je pense qu'on a, et tu soulignes le point aussi, le maire Labaume à Québec, dans un certain sens, Coder à Montréal, mais dans un autre chapitre. Je ne placerai pas nécessairement Coder dans le même bagou d'élus, mais je dirais qu'effectivement, il y a là eu un mouvement à un moment donné où on appréciait beaucoup. Tu as eu le maire de Huntingdon qui avait fait aussi Trois-Rivières la manchette aussi, à Trois-Rivières qui n'a pas la langue dans sa poche. Dans un certain sens, plus près de nous, je te dirais peut-être aussi à Roberval, où on a eu des maires qui, au nom de ne pas vouloir s'exprimer dans la langue de bois, s'expriment dans un langage qui parfois peut peut-être dépasser, par exemple, la juste information ou la juste opinion. Bon, on a vu que ça a créé un problème entre autres à Roberval. On comprend bien que ça, c'est ça fait. Donc, je pense que c'est pas... Quand on parle du respect de la démocratie, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que les gens aient droit au chapitre au niveau de l'expression publique d'opinion et surtout lorsque tu es un élu. Fait que, est-ce que la pétition représente un moyen c'est un tout moins un moyen qui nous permet d'en parler. Oui. Et c'est peut-être ce qui a été aussi visé par l'ensemble de tous les élus. C'est un peu de même que j'interprète cette chose-là. Est-ce que toi, tu y vois un élément qui est
peut-être plus grande démocratie ou... Ben moi, où j'ai de la misère avec ce genre de gestion-là, c'est... tu sais, je veux dire qu'on ait des opinions, qu'on les affirme. Je pense pas que ces gens-là veulent pas le bien-être de leur ville. Je pense qu'ils travaillent selon leur conception. Le problème, moi, c'est quand ces gens-là n'ont jamais tort. C'est jamais de leur faute. C'est toujours la faute des autres. Je veux dire, j'ai un problème avec ça, puis je pense que c'est un manque d'écoute. Puis s'il y avait juste une légère ouverture à écouter puis à prendre conscience que l'opinion des autres a peut-être un poids, puis c'est peut-être pas idiot ce qu'ils pensent, ben, on arrivera à s'entendre. Moi, je suis pour la bonne entente. Puis je crois qu'on peut toujours s'entendre si on se parle, mais pour ça, il ne faut pas juste se parler. Il faut s'écouter aussi. OK, exact. Ça, Et il faut aussi être capable de prendre dans l'opinion de l'autre des points qui nous amènent à prendre les meilleures décisions. Parce qu'entre une décision et une opinion, il y a tout un monde. Ben oui. Mais la décision représente l'acte légal qui se prend. Et ça, elle se doit d'être prise au meilleur de la connaissance de l'ensemble de tous les intervenants. Parce que, je veux dire, en politique, il y a peu de vérité. Là, hein? Oui, c'est beaucoup une perception selon tes valeurs, tes opinions, etc., que tu peux défendre. Puis si tu veux bien le défendre, mais je pense qu'il faut que tu sois informé. Pour être bien informé, il faut que tu comprennes l'opinion inverse. C'est comme ça que tu es plus fort pour démontrer ton point. Oui, je pense on devrait dire que oui, il faut la respecter, cette démocratie-là, mais il faut surtout permettre que l'ensemble de tous les intervenants puissent s'exprimer comme il faut. Oui, parce que on c'est peut pas parce quand que même le faire. Hein? Oui, mais c'est pas parce que tu es élu que tu peux diriger n'importe comment, je veux dire. Exact. Il faut que tu tiennes compte de la... Bon, là, on va parler de régions, parce que là, il y a plein d'affaires sur les régions qui sont sorties cette semaine. Premièrement, le mouvement Touche pas à mes régions, qui marche très bien partout, mais ici, pas du tout. Les élus n'embarquent pas. La conférence régionale des élus dit non, nous, on va faire cavalier seul. Et là, aujourd'hui, Denis Trottier qui sort une lettre, présence qui dit voyons, ça n'a pas de sens, on est plus forts ensemble, puis je veux dire, en étant solidaires, on serait plus forts, on aurait un meilleur poids. Puis aussi, sur ceux qui disent ouais, mais c'est pour pas, on fait pas de politique, ils disent non, quand tu prends pas une décision, tu en fais de la politique. Je veux dire, que tu apprennes ou que tu n'apprennes pas, ça reste une décision politique, les deux. Pourquoi on n'embarque pas dans ce mouvement-là? Je comprends pas, moi. Je trouve que c'est une force pour... Je sais pas. Mais il n'est pas trop tard. Moi, je pense pas qu'il est trop tard. Ce mouvement-là n'est pas trop tard. Moi, je pense pas. C'est toutes les décisions qui sont dénoncées. Je ne veux pas nécessairement dire que je suis ni contre ni pour. Non, c'est ça. Je me pose la question suivante. Il n'est pas trop tard que ce mouvement-là parte parce que les décisions qui sont dénoncées par le mouvement sont des décisions qui, en novembre dernier, ont été annoncées et supportées par la FQM, qui sont des représentants de, tu sais, les coupures là, dans les programmes CLD, tout ça. C'est ça qui est surtout dénoncé. Alors moi, je me dis, hein, c'est correct, on peut se... Oui, mais pourquoi on n'a pas réagi quand on négociait avec le gouvernement pour savoir si on le gardait ou pas? Le maire de Gaspé, le maire de Sept-Îles embarquent dans ce mouvement-là, puis ici, on fait comme si... Oui, mais c'est pour ça que je dis, pourquoi est-ce que le maire de Gaspé ou le maire de Sept-Îles ou le maire de... Parce que je pense qu'il y a ces 6, à tout le moins 6 régions. Oui. Il y a des représentants de 6 régions qui sont un peu alliés à cela. Ça me fait penser un peu à... Je fais une réforme de la santé. Je dépose un projet qui s'appelle le projet de loi 10. Et je dis au monde, ben voilà, ça va être ça maintenant. La nouvelle. Alors, là-dedans, tu as du monde qui... Écoute, on m'a pas de ma job, là, moi, là. Hein? Toutes les régies. Et donc, on se fait un mouvement. Où est-ce qu'on dénonce? Tu vois la publicité là, sur les médecins spécialistes qui font leur opposition face à cela. Bon, tout ça. Ça me fait penser que c'est le même genre de choses. Oui, c'est une organisation qui dénonce une décision. Puis il ne faut pas oublier que ça a été une décision qui a été prise par des élus et acceptée par des élus. Ah, peut-être que l'élu qui a pris cette décision-là, qui fait partie de la FQM, n'a peut-être pas représenté exactement l'idée du maire de Gaspé. Ou on les a obligés aussi, je veux dire. C'est évident que... je ne sais pas vraiment t'expliquer c'est quoi un processus de négociation, là. Ouais. Hein, je veux dire, tu leur mets... Bien, puis avec le gouvernement qu'on a là, la négociation, elle est très limitée. Souvent de fois, elle est à sens unique. Ouais. Mais il reste que... Et c'est pour ça que je dis, moi, pourquoi on embarquerait dans un mouvement où, à tout le monde, ça va amener quoi, nous? Tu sais, le fait de s'opposer à
à des coupures ou à des compressions dans des choses. C'est une réaction normale, mais je ne pense pas que ça puisse faire changer l'orientation de ce gouvernement-là qui a la légitimité d'une entente signée avec des représentants. Oui, peut-être, mais tu sais, comme par exemple au niveau des conservatoires, là tu vois, il y a eu une tollée, les gens ont manifesté, etc., puis le gouvernement a reculé. A reculé. Puis, je veux dire, sauf qu'en groupe, on est plus fort que tout seul. Ah oui, c'est sûr. Puis, je veux dire, en ce moment, là, on montréalise tout et puis on fait mal aux régions. Puis nous, on dit, on va attendre pour prendre position. Mais tu n'as pas l'impression plutôt que les élus ont un peu peur parce que le premier ministre est dans la région, puis ils n'ont pas peur de... Je pense que tu as un point, là. Pour la région, là, OK, pour la région, les élus de la région... Parce que les autres régions embarquent là-dedans. Je veux dire, soyons pas méchants, là, OK? Mais la CRE, c'est qui? C'est l'establishment du Parti libéral régional. Oh! Moi, c'est pas ça que j'aurais dit, mais t'as pas tort. Hein? Pourquoi est-ce qu'on s'en irait critiquer celui-là qu'on a élu, là? Bon. Mais sauf qu'à un moment donné, au-delà de l'idéologie, déjà, ces gens-là, ils sont élus aussi pour défendre. C'est ça. Puis arriver avec des solutions. Je veux dire, moi, juste dire, on prend pas parti, on va faire... Non, mais tu sais... Je comprends qu'il ne faut pas juste chialer, il y a peut-être des solutions à apporter, mais en groupe, quand tu arrives à 50 pour arriver avec une solution, ben tu es plus fort qu'à 1. C'est ça. Il reste que, je pense que ce sur quoi, moi je serais d'avis avec Touche pas à mes régions, où je serais d'avis, c'est pourquoi éliminer un élément structurant qui représente le regroupement d'élus et de personnes de la société civile, comme était la CRE. L'abolition de cela, ça fait, je pense, ça permet de faire en sorte qu'on se retrouve de plus en plus à de la division parce que, on le dit souvent, hein, il y a un bon principe, diviser pour mieux régner. Et la meilleure façon, donc, de pouvoir régner correctement, c'est de dire, bon, bien, la décision, elle se prend là, à ce niveau-là, mais vous autres, là, vous êtes ben trop, là, pour parler. Alors, la CRE, ou un organisme de concertation qui permettait aux gens d'ici, ensemble, de s'entendre à tout le moins sur des orientations ou des politiques à prendre, où on faisait des formes de consensus par la discussion et la négo, mais on réussissait à faire des consensus sur des idées. Je me souviens très bien, entre autres, des réactions qu'on a eu à faire lors du cœur de la crise forestière au début des années 2010, fin des années de la première décennie et au début de la deuxième décennie. Où est-ce qu'on a eu, là, oui, des mouvements où on a dit, écoute, c'est assez là, de se faire... un bien beau qu'il y ait une crise, là, mais il faudrait qu'on ait peut-être aussi des solutions pour aider à s'en sortir. Ensemble, on s'est mis à dire, bon, bien, on est à exiger. On l'a fait, cette chose-là, et parce qu'on avait aussi une structure qui nous permettait de se regrouper puis de le faire. L'abolition de ça fait plus mal, et je dirais, oui, j'embarque, moi, dans le même mouvement que Touche pas à mes régions, j'embarque dedans dans le sens de dire, bon, bien, c'est pas correct d'abolir cette structure-là. Ici, dans la région, on s'est dit, OK, c'est correct, on élimine, on n'aura plus de CRE, nous allons nous créer nous-mêmes ce qu'ils appellent le conseil des préfets. Des préfets. Bon, bien, c'est au moins un embryon d'organisme, il ne sera pas, il n'y aura pas de subvention pour le faire tenir, puis il n'y aura pas parce qu'il n'y a pas de programme. Mais il reste que, quand même, je pense qu'on sent la nécessité de conserver j'allais dire une structure, mais c'est pas une structure. On sent un endroit de débat, un forum, à tout le moins. Mais c'est pas tellement un forum de débat, parce que les gens sont plutôt d'accord, puis plutôt toujours qui vont dans le même sens du gouvernement à date, là. Pas nécessairement. Ce que je vois, je m'exprime peut-être mal à ce moment-là. Le regroupement des préfets avec des gens de la société civile, d'ailleurs, on envisage là, faire un peu le même genre de structure. Mais au lieu que ce soit formel, ou est-ce que tu es un interlocuteur, entre guillemets, privilégié avec les instances gouvernementales pour pouvoir le faire, au moins, c'est pour ça, je pense plus que le terme forum peut être, c'est au moins les gens, régionalement, s'entendent sur des enjeux communs, OK, pour faire en sorte d'avoir une même voix
lorsqu'on le réclame. Puis ce mouvement-là, c'est pas ça, je veux dire... C'est ça. Mais vas-y, c'est ce qu'on veut. Mais pourquoi on manque le bateau? En tout cas, je sais pas. C'est pas moi qui est là. Les gens ont sûrement des bonnes raisons. Oui, mais on manque le bateau de quoi? On manque le bateau d'embarquer dans un mouvement qui s'appelle « Touche pas à mes régions ». Mais ce bateau-là, OK, c'est quoi? Ben, c'est pour... C'est un mouvement, c'est du monde qui signe une pétition pour dire t'abolis quoi? Non, mais c'est pour aussi faire front commun pour dire, là, on ne démantelera pas les régions. Là, on va en parler avec le Conseil du patronat. On dit que ça a l'air que là, on va arrêter de donner les subventions. On va arrêter de donner des subventions aux municipalités dévitalisées. Éloignées. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut se mettre un pied à terre, mais c'est sûr que Notre-Dame-de-Lorette qui se met un pied à terre tout seul, là, ça ne fait pas grand-chose. Mais si on est 6, 7, 8 régions qui m'en de dire, wow, là, le Québec, c'est pas juste Montréal puis Québec. Ben là, parce que moi, je pense que quelqu'un ici, là, un citoyen d'ici, ne coûte pas nécessairement plus cher qu'un citoyen à Montréal. Là. Je veux dire, si on prend au nombre de personnes et au nombre d'argent qui est investi. Le coût de la vie te coûte plus cher. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, poussons, mais poussons égal. Puis je trouve qu'on devrait, au contraire, être solidaire. Mais on n'est pas tellement dans une période de solidarité, on est beaucoup plus dans une période d'individualisme. Les gens pensent plus à leur petit portefeuille. Je comprends la formule que tu amènes là-dessus et le pourquoi de ce type d'un mouvement de cette nature-là. Mais dans un certain sens, je pense qu'il faudrait peut-être regarder toute décision gouvernementale, quelle qu'elle soit, qui s'adresse à l'ensemble du Québec, de tout le Québec, va toujours avoir des gens qui vont, entre guillemets, s'y opposer. Ou encore qui vont être pas nécessairement en accord. Ça, là, c'est pas le rôle des partis politiques aussi. C'est pas le rôle de l'opposition officielle de faire valoir ce point-là. Pourquoi est-ce que c'est que ces structures qui sont déjà existantes, on ne les utilise pas pour justement... touche pas à mes régions, là. Je ne sais pas, mais la CAQ puis le PQ, là, il y aurait peut-être avantage à un moment donné aussi à dire « Wow, mais ils ont raison, les gens, là. C'est nous qui sommes officiellement les dépositaires de l'opposition officielle à Québec. » Bon, bien, écoute, monsieur le gouvernement, voilà, les gars, on bénéficie de personnes qui appuient cette chose-là. Je suis pas mal sûr que tous individuellement, quel qu'ils soient, on aurait la même type de force de frappe. Là, tu me diras, ben, au PQ, actuellement, on ne peut pas trop vouloir se battre parce qu'ils ont d'autres préoccupations à s'occuper. À la CAQ, ben, ils sont peut-être plus en accord avec le gouvernement que contre là-dessus. Bien là, à ce moment-là, là, OK, ce qui existe au Québec comme opposition est très mal représenté. Donc, d'où l'importance d'avoir un mouvement pour protéger les régions. Mais ça va être quoi la légitimité, tu comprends, d'en arriver pour d'exiger du gouvernement? C'est ça l'affaire, c'est que tu n'as pas... Ça a autant la légitimité que le mouvement étudiant qui a fait reculer le gouvernement sur les frais de scolarité. Ça a autant de légitimité. On a le droit de manifestation, on a le droit d'association, on a le droit de liberté d'expression. Je veux dire, on a le droit aussi de faire partie de la solution. Et là, on se fait imposer plein de choses, mais peut-être que les gens d'ici, là, ils ont une manière de réfléchir différente et ils pourraient apporter des solutions différentes. Mais pour ça, prendre le temps de les écouter et arrêter d'appliquer des solutions mur à mur parce que la réalité de Montréal et la réalité de Dolbeau-Mistassini, c'est deux réalités. C'est bien, je pense, non? Au moins, ça a encore là l'occasion non seulement de faire parler, mais d'amener un débat de société qui, je pense, est nécessaire par ailleurs. Parce que là, en plus, cette semaine, on en rajoute. Conseil du patronat. On devrait former... Oui, c'est excusé en même temps en passant. Bien, c'est excusé, pourquoi? Je ne sais pas si tu as entendu, je pense que c'est le maire de Gaspé ou de Sept-Îles qui a dit, là, c'est bien beau les excuses, mais tu sais, on en fait tous des discours puis des lettres, puis on y pense à ce qu'on dit, là. Je veux dire, ils ont vu que ça passait pas. En plus, c'est un mémoire. Ben oui. Hey, je veux dire, c'est pour ça, là. Mais sauf qu'ils le pensaient pour vrai, puis je veux dire... Mais encore là, mettons juste des robots ici là, pour couper le bois puis sortir le minerai, puis allons tous vivre à Montréal. Ça, c'est une solution. Moi, d'ailleurs, j'ai fait mon édito là-dessus, moi, cette semaine, là, en disant qu'on se doit de dénoncer effectivement une telle prise de position. Et on se doit de la dénoncer au nom de l'occupation du territoire au Québec. Touche pas à mes régions. Aussi, il faut pas mal, mais au nom, donc, de l'occupation du territoire. Et je vais m'expliquer, et je veux pas relire mon édito, mais je vais reprendre des idées fondamentales. Quand, là, tu te ramasses dans un territoire quelconque et qui n'est pas occupé par des gens,
Ça fait la convoitise du voisin, hein, qui lui a dit, hey, t'as personne, là, on va y aller, nous autres, on va l'occuper. Je ne veux pas te parler du Labrador nécessairement par rapport au Québec, mais ou du Grand Nord. Ou du Grand Nord. Avec les aussi, Russes. Oui, exact. Et surtout, ce que ça permet de faire, c'est à la grande entreprise qui veut faire de l'exploitation de richesses naturelles d'être en mesure d'exiger du gouvernement, et là, je te ramène quasiment avec l'idée du plan Nord, mais en tout cas, de dire au gouvernement, écoute, il n'y a pas de monde qui vit là. Pourquoi est-ce que c'est que tu nous obliges à te verser tel et tel redevant? On va le faire, l'exploitation des richesses naturelles, mais écoute, c'est pas pour une population, là, c'est pour permettre justement d'alimenter le monde qui est dans le sud. Là. Tu sais, veut dire, cher bois moins cher. Quand tu travailles, je vais donner un exemple concret. On a tous en tête Notre-Dame-de-Lorette, qu'on le veuille ou non. Mais parce que, bon, il y a à peu près une population de 200 habitants. Or, on dit, on va prendre la population. Le fait qu'il y ait une population à Notre-Dame-de-Lorette, tu ne peux pas te permettre non plus, demain matin, d'aller couper tous les arbres qui sont dans le coin de la forêt. Hein? Parce que tu te dis, écoute, c'est aussi au bénéfice de cette population-là qu'on se doit l'avoir. Et pour pouvoir avoir du monde dans des milieux éloignés, ce que ça te prend, c'est, oui, une aide gouvernementale pour le faire. Pourquoi? Parce que tu as droit au service comme tout le monde. Or, je le sais qu'aller donner un service en région éloignée, ça coûte plus cher que de le donner sur la rue Sherbrooke à Montréal. Clairement. OK? Mais ça, là, collectivement, c'est la facture que l'on se doit de payer pour assurer l'occupation du territoire au Québec. Et voilà pourquoi le Conseil du patronat est dans l'obligation, aujourd'hui, de, entre guillemets, s'excuser, mais ça ne fait rien, parce que le film dans lequel ils veulent nous faire jouer, on l'a joué au début des années 60, quand on a formé en Gaspésie des villages, on a transporté des populations, justement sur le même principe. Et sais-tu qu'est-ce que ça allait amener? Ça allait amener une facture en coûts sociaux beaucoup plus élevés que les économies, entre guillemets, qu'on voulait faire. Et puis en plus, ne suis pas faux. Ben non, mais moi, je suis parfaitement d'accord avec eux. Puis en plus, c'est qu'en occupant le territoire, s'il y a de l'exploitation, ben les ressources, ils nous appartiennent, c'est notre sous-sol. Fait que là, c'est plus de redevances, c'est plus d'argent pour tout le monde. C'est de l'argent pour les écoles, pour les hôpitaux. C'est ça. On est parfaitement d'accord là-dessus. Là-dessus, le Conseil du patronat, je sais pas, la vision qu'il a eue a été une vision exclusivement comptable de 1 + 1 = 3. OK? Et ça, là... Mais ils font tout le temps rien que ça. Ben oui, je le sais. C'est dommage. C'est gravement dommage. Eux, ils gèrent des colonnes de chiffres. On dirait qu'ils n'ont jamais géré des êtres humains. C'est pas avec ça. C'est pas en coupant dans des services de base à offrir à une population, même si elle est en région éloignée, que tu vas régler la problématique des finances publiques au Québec. Ben non. Puis regarde historiquement, New Deal, Plan Marshall, je veux dire, peu importe, on réinvestit. Puis c'est comme ça qu'on fait marcher l'économie, mais nous, on pense que c'est le contraire, couper partout et graisser nos amis. Ben, je pense que, je reviens juste sur l'affaire, qu'il reste quand même que le gouvernement, de par ses porte-paroles, a quand même lui aussi dénoncé ce propos-là. Il n'est pas question, entre autres pour le ministre des Finances et du Développement, pas des Finances, le ministre des Affaires municipales et du Développement des régions. Il n'est pas question, effectivement, de s'en aller. Ben non, il formerait son ministère. Ben oui, en plus. Non, mais la réalité, c'est que le gouvernement pense à arrêter les subventions aux municipalités dévitalisées. Ben, en fait, entre y penser et prendre une décision, il y a là encore un monde, là. Mais de là, aller dire, est-ce que ils ne peuvent pas se permettre, surtout, on ne peut pas se permettre, il faut le dire tout de suite, qu'on ne peut pas se permettre de faire des politiques pour défavoriser l'occupation du territoire au Québec. On ne peut pas se permettre ça. Pour ça qu'il faut être solidaire puis qu'il ne faut pas toucher à nos régions. Oui. Hey, et là, tu as Gérard Bouchard qui a une solution, lui, pour les régions. Inciter les immigrants à s'installer en région. Solution? Est-ce que c'est une bonne solution pour toi? Gérard Bouchard. Mais il faut... En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il faut aussi les accompagner. Je trouve... Ouais. Moi, je travaille avec le comité interculturel du cégep de Jonquière. Puis une réalité que les étudiants étrangers arrivent ici nous disent souvent...
vous, les Québécois, vous êtes fins, mais ça ferme à 5 heures. Parce que, tu sais, dans le travail, tout ça, on est accommodant, mais socialement, c'est peut-être plus difficile. Et je pense qu'il faut prendre le temps d'intégrer, parce qu'au-delà de faire travailler les gens, il faut les intégrer socialement. Puis je pense que ça, c'est gage d'espoir. Je pense qu'on prend un peu un élément de la discussion qu'on avait la semaine dernière sur la fermeture éventuelle du programme de subvention pour aider... Porte ouverte sur le lac. Exact. Alors, ça, c'est effectivement, je pense qu'il faut effectivement inciter les immigrants à venir s'installer en région, mais pour pouvoir faire ça, ça va être de dire à un employeur, écoute, tu as besoin de personnel? Oui. Et tu n'as pas de Québécois qui veulent faire la job, donc il ne faut pas non plus qu'on s'en aille avec des mesures de cheap labor. Là. Non, il ne faut pas que ça devienne une ghettoisation. Comme ça a été en France avec la vague d'immigration des années 60. Je pense que quand on dit, quand tu fais venir quelqu'un de l'étranger pour venir s'installer chez nous, chez nous étant entendu au Québec, tu lui dis, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a de disponible. C'est sûr et certain qu'il va regarder où est-ce que tu as le plus de monde avec le plus de possibilités d'emploi. Puis dans beaucoup de cas, il va se ramasser avec un emploi là, dans le domaine du commerce de détail au salaire minimum, mais indépendamment de ça, il reste qu'il a quand même aussi la possibilité, effectivement, de venir en région. C'est pas parce que tu gagnes nécessairement plus cher en région, mais ta qualité de vie et ce genre de choses-là, ça, on le vend peut-être pas assez et on ne vend pas qu'est-ce que ça c'est aller vivre en région aussi. Et on favorise beaucoup plus de dire, ah, voilà, tous les services que tu as à Montréal, là, tu sais. Oui, mais les services que j'ai à Montréal, je suis collectivement en droit aussi de les exiger chez nous. Et collectivement, on se doit peut-être aussi de m'aider à défrayer les coûts. Parce que je pense, en tout cas, moi, ma logique est beaucoup plus là-dessus. Donc, oui, on peut... Les mesures incitatives à venir s'installer en région pour les immigrants, je te dirais aussi que c'est peut-être aussi pour des gens qui... Actuellement, dans les grands centres, n'ont peut-être pas de... La qualité de vie en région est extraordinaire. Le coût des maisons, c'est une blague par rapport à Montréal. Je veux dire, en tout cas, moi, je trouve... Sais-tu à quoi ça me fait penser, dans un certain sens? Ça me fait penser à la colonisation de la fin des années 20. Tu sais, quand on a voulu sortir de la crise économique, on a commencé à développer l'Abitibi, Saint-Lac-Saint-Jean, puis tout ça. Puis on disait aux gens, regarde, on va te donner de la terre. On va te donner la terre, on va te donner une terre, viens t'installer. On lui donnait une terre de roche, mais ça, c'est pas grave. Il le voyait quand il... Donc, on a effectivement fait en sorte que dans des milieux où on se retrouvait avec des taux de chômage assez élevés, on disait la meilleure façon, on va vous inciter à aller vous installer en région. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on a développé, entre autres l'Abitibi, plus particulièrement, mais ici, dans notre région aussi, où on invitait effectivement les gens à se dire, puis on les subventionnait, on leur donnait des terres, tu pouvais venir plus facilement. C'est ça que tu me fais. L'histoire se répéterait-elle? Ce serait surprenant, on n'a jamais vu ça. La stratégie de développement de l'aluminium, je ne sais pas si tu as vu, là, on veut faire ça et là, on demande encore de baisser le coût de l'électricité pour investir. Moi, ce qui me fait rire, là, c'est qu'il y a à peu près 10 ans, quand on a signé la méga-entente avec Rio Tinto, c'était 2 milliards d'investissements en échange de des taux professionnels d'électricité. 10 ans plus tard, il y a à peu près eu rien dans ces investissements-là qui a été fait. Non, je ne suis pas d'accord. Il y en a eu, là, quand même, à P60. Ben oui, mais il y en a eu, je veux dire, par rapport aux 2 milliards qui étaient donnés, on a investi à peu près 400 millions. On est loin du 2 milliards. En tout cas, oui. Non, j'ai vérifié mes chiffres. Okay. Et là, on demande... Donc, et là, on veut créer... En fait, on va signer la même entente. Je vous dis, l'histoire se répète pour dire tout ça. Et d'un autre côté, je ne sais pas si tu as vu l'étude qui est sortie cette semaine, qui montre que ces grandes compagnies-là ont des fonds monétaires qui dorment et qui n'investissent pas. C'est de l'argent qui dorme et qui serait bien plus actif à réinvestir dans l'économie. Et on ne fait rien avec ça. Mais encore là, le profit est privé et les déficits sont publics. Oui, exact. Encore à monsieur et madame tout le monde de participer. Il reste que sur la question de la stratégie de développement de l'aluminium, ou à tout le moins, je dirais plus, là,
l'utilisation de la capacité électrique que nous avons au Québec. On sait, on est théoriquement surplus, là. C'est pour ça qu'on continue à construire des barrages. C'est ça. Et donc, on devrait donc voir à effectivement utiliser quand même ce potentiel-là que représente l'énergie électrique pour être incitatif, effectivement. Je suis d'accord, on l'a de toute Est-ce façon. que nous avons besoin de plus d'aluminium dans le monde? Peut-être, je ne sais pas, là, si on parle de la question d'aluminium. Bien, si on en a besoin, et si nous avons une ressource énergétique qui nous permet de pouvoir être un incitatif à l'implantation, ben moi, je dis, moi, je serais prêt à négocier moi une aussi, tarification. mais quand tu as une négociation, ça prend des planchers d'emploi, des investissements avec des échéanciers qui vont être respectés, parce que là, c'est encore les compagnies qui ont le gros bout du bâton et qui dictent l'agenda économique au gouvernement, qui est là, puis qui attend, puis qui va dire « Oui, on va vous aider ». Tu sais, à un moment donné, il faut se mettre le pied à terre, là. C'est beau signer des ententes, mais il faut les faire respecter. Oui, c'est ça. Il reste que je pense, en tout cas, que ça pourrait être à regarder à tout le moins, mais je suis d'accord aussi avec toi, c'est... Mettons des exigences, parce qu'effectivement, faisons-le respecter, si on te donne, c'est ça, on donnera... Il ne faut pas donner l'électricité, mais il faut s'organiser pour avoir un prix qui peut être accommodant pour pouvoir faire en sorte d'amener du développement dans d'autres secteurs. Ça, je pense qu'on peut le regarder comme ça. Non, parce que là, moi, je suis tanné des entreprises qui viennent pleurer là, parce qu'ils ont de la misère, là, puis que le marché ne marche pas, là, puis que tu vois que techniquement, ils ont des surplus accumulés. Je veux dire, à un moment donné, là, tu sais, en tout cas. Hey, une bonne nouvelle, les Jeux du Québec vont être à Alma. On a eu les Jeux du Québec? Oui. Alma, pour quel... Bataille contre Saint-Jérôme-Mirabel. Oui, mais quelle année déjà? Hein? C'est pas dans 2 ans. Oui, 2018. OK. Oui, c'est intéressant, ça. Regarde, on a eu, v'là 2 ans, 3 ans, quand on est à Saguenay. Oui. C'est des mouvements qui sont... dans Touche pas mes régions, qui démontrent la solidarité, mais une solidarité au-delà de l'aspect social et politique, mais aussi humaine. C'est une activité, la pratique du sport est quand même aussi une activité humaine avant d'être une activité sociale. Et le fait de la socialiser par la tenue des jeux de cette nature-là, c'est toujours intéressant parce que ça nous démontre un peu le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'on a souvent de fois tendance à y regarder le moment. Mais ça me permettrait, si tu le veux, de t'amener, avec la question des Jeux du Québec, de t'amener aussi sur les performances d'une jeune judoka. Tu veux me parler du judo? Oui. Tu t'es mis au judo. Ah non, mais je ne suis pas mis malheureusement pas au judo. Mais ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Mais vous connaissez tous Marie Besson, cette jeune judoka, qui remporte des combats à toutes les fois où elle se ramasse à compétitionner, où elle se retrouve en compétition, juste pour indiquer qu'elle vient encore, en fin de semaine-ci, de remporter au niveau de la Coupe du Québec un autre de ces championnats, un autre de ces compétitions. Mais cette fois-ci, on le sait que c'est une jeune fille de 17 ans. Et actuellement, elle est tellement forte dans sa catégorie qu'on l'a fait compétitionner, non pas chez les U17 et les U18. Elle a déjà compétitionné dans les U21 à l'échelle du Canada et elle a remporté la médaille d'or. Là, on l'a fait compétitionner chez les seniors. Puis elle a gagné quand même. Elle les a remportés. En 2013, j'avais fait un papier avec elle là-dessus. Son père avait sorti toutes les compétitions à laquelle elle avait été prise. Et sur 48 combats compétitions qu'elle avait participé, elle avait remporté la majorité de ces combats par hippon. 43, très exactement, sur 48. Et un hippon, c'est, tu renverses ton adversaire en le temps de le dire, et elle les faisait tous en dedans d'une minute. Quand elle est allée au championnat canadien,
dernièrement, là, un championnat canadien dernièrement. Elle a remporté la médaille d'or chez les U18, chez les U21, et elle a remporté sa médaille d'or en faisant 4 combats chaque fois, en remportant là-dessus, sur les 8 combats, je pense que c'est 6 hippons en bas de 30 secondes. C'est une... Est-ce qu'on va l'avoir une future Olympienne? Oui. Elle, c'est ce qu'elle vise. Moi, je me souviens de l'entrevue qu'elle m'avait accordée. Ce qu'elle vise, c'est les Olympiques. Les prochains vont avoir lieu un petit peu 2016, 2016, ça va peut-être être trop jeune encore, qu'elle dit. Ça va peut-être être plus 2020. Mais elle, ce qu'elle vise, c'est ça. Et actuellement, elle va participer, donc, du 24 au 28 février à Prince-Georges, en Colombie-Britannique, aux Jeux du Canada. Elle va être dans l'équipe, soit fort probablement du Québec à ce niveau-là. Et après, elle s'en va en Europe au sein de l'équipe canadienne pour participer et à des combats et aussi à des compétitions, mais à l'échelle de... Je tenais à le souligner parce que les Jeux du Québec, elle a été aux Jeux du Québec quand ils ont eu lieu à Saguenay. OK, puis elle avait remporté, naturellement, haut la main, toutes les médailles. Marie Besson, un nom à retenir pour les Olympiques, et puis assez que je vais ressortir l'entrevue lorsqu'elle va gagner sa médaille d'or aux Olympiques. Yes! On va dire, on était visionnaires. Tu vas voir, tu vas voir. Hey, je pense que sûrement tu as vu ça, John Bear qui quitte la politique active, donc à 45 ans, 20 ans de service, il quitte le Parti conservateur. Bon, ça c'est quelque chose, probablement pour aller pour le privé. Les raisons restent nébuleuses, très nébuleuses. Bon, là, il y a toujours la théorie du complot, la mésentente avec le premier ministre, etc. Mais quelques mois avant l'élection, donc il ne termine même pas son mandat, quelques mois avant l'élection, est-ce que c'est un désaveu? Est-ce qu'on sent que un désaveu ça peut bien être interprété un désaveu sur un élément de politique à tout le moins, ou peut-être aussi un désaveu de M. Harper. Peut-être. On n'est malheureusement pas dans le secret, mais ça peut certainement s'interpréter comme étant un désaveu de quelque chose, parce que le gars avait quand même une bonne crédibilité comme ministre des Relations. Il a fait beaucoup de gros ministères, l'environnement. Ils ont donné, au niveau du ministère, il avait donné quand même des dossiers pas nécessairement faciles à passer. Je n'étais clairement pas d'accord avec son opinion politique, sauf que je pense qu'il les gérait. Il les gérait comme il faut, je pense. Oui, moi aussi. OK. Mais ça donne, à quelques mois du déclenchement d'une élection fédérale, ça ne donne pas nécessairement un signal intéressant au niveau de l'équipe de M. Harper. À voir. Cette campagne électorale-là, ça va être intéressant à suivre. Bon. Le problème, c'est on le remplace par qui? Je veux dire, on remplace le Parti conservateur par qui, si jamais il en reste de moins en moins, là, des gros ténors. Là. M. Flaherty est quitté, décédé. Il reste M. Moore. Il n'en reste pas 50. C'est à voir. Je pense que... Tu sais, on dit souvent de fois que 6 mois en politique, c'est une éternité. Oui, c'est vrai aussi. Les élections sont quand même prévues pour un petit peu plus que dans 6 mois, mais pas bien plus. On se sent déjà en campagne électorale. Oui, on l'est déjà. D'ailleurs, même en parlant de ça, je vais donner tout de suite à mon point 4. L'NPD vise 60 sièges au Québec. Déjà, on pense ça, puis on a fait une stratégie pour voir combien de comtés ça nous prend pour arriver à être majoritaire au Canada. On vise 60 sièges au Québec, ce qui est quand même pas mal. Oui. Surtout parce que... Te souviens-tu de comment est-ce qu'on a eu... Il y en a 46 ou 48 là, en ce moment. Au Québec? Aller chercher 60. Fait que c'est 12 de plus. Puis là, il faut qu'ils aillent en chercher 40 en Ontario. Tu sais, ils ont partagé pour aller chercher le 160 sièges. Il faut qu'ils aillent chercher des sièges pour former un gouvernement majoritaire. Puis c'est ça compter que là, les libéraux, je pense qu'ils vont faire meilleure figure. Parce que, selon les sondages, c'est toujours M. Trudeau qui est en avance dans les sondages. Bien là, comme tu dis, 6 mois en politique, il y a le temps de se passer beaucoup de choses. Puis M. Trudeau, le problème qu'on a, c'est toujours au niveau du contenu. Puis là, on va y arriver aux questions de contenu. Là. Quand on dit le NPD vise 60 sièges au Québec, ça va être quoi, cette prochaine campagne électorale? La dernière fois, il ne faut pas oublier pourquoi le NPD
s'est ramassé avec désaveu du Bloc québécois, puis le charisme de Jack Layton. Oui. Et, il a joué pour beaucoup. Et le fait aussi que les Québécois... Il a vendu un rêve, puis les Québécois les Québécois ne voulaient pas non plus être voter pour les conservateurs. Ça, c'est clair aussi. Or, est-ce que ça a tellement changé l'idée des Québécois par rapport au gouvernement de M. Harper? Je ne pense pas que ça l'ait beaucoup changé, mais... je pense que les Québécois sont fondamentalement sociodémocrates. Et le NPD a été l'exécutoire. On peut-tu penser qu'on pourrait... Puis je ne pense pas que le Bloc québécois puisse faire bonne figure le retour. J'en parlerai quasiment même pas, je pense du Bloc qu'il sera québécois peut-être même pas. C'est ça. Or, si le NPD n'est pas l'exécutoire, les créditistes sont plus présents. Non, mais c'est ça. En fait, le NPD, là, ça a été quoi? Ça a été ce que quand les créditistes, on a voté créditiste dans les années 60 au Québec. On fait des votes, entre guillemets, de protestation par rapport au parti en place. Au gouvernement en place. Au fédéral. Au fédéral, c'est notre façon de on a voter. souvent dit ça. Là, on n'élit pas un gouvernement, on en sort un. Exactement. Et c'est pour ça. Et chapeau, si on vise à aller en chercher 60, mais je pense pas. On ne le sait pas, qu'est-ce que va être cette... Mais tu sais, avec tout le revirement, parce que là, comme tu dis, 6 mois, c'est long, mais tu sais, il y a certaines choses qui se passent, là, parce que là, géopolitiquement, le pouvoir économique au Québec vient de changer avec la chute du prix du pétrole d'une manière drastique. Et l'Arabie saoudite et l'OPEP dit on est capable de tenir ça 2, 3, 5 ans. Ça, c'est quelque chose de un. Et deuxièmement, on va voir ce que ça va faire, mais mouvement anti-austérité qui a commencé en Grèce, on va peut-être avoir le temps d'en parler tantôt, qui est en train de se transporter en Espagne. Oui. Est-ce qu'il y a une réalité mondiale dans laquelle on va pouvoir, qu'il y a une campagne électorale ici au Québec pour ben oui, tu sais, il ne faut pas oublier que le balancier, il revient, ça fait longtemps qu'on est à droite là, au Canada, je ne sais pas, on va voir. Ça pourra se regarder. En tout cas, le NPD peut toujours viser 60 sièges au Québec, mais je ne pense pas que c'est sans compter les libéraux. Dans la main, c'est ça. Et c'est parce que je ne suis pas sûr non plus qu'au Québec, on soit prêt à voter libéral. Je ne suis pas sûr. Je sais pas. Mais c'est l'Ontario qui va être beaucoup... Si le Parti libéral fait une belle percée, ça va commencer par l'Ontario, ça, c'est ça. Oui, il y a peut-être l'attraction, entre guillemets, du vote pour voter pour le pouvoir. Il y a peut-être ça là, qui peut entrer en ligne. On a hâte de voir. Pour moi, on commence à en jaser. J'aime ça, les campagnes électorales, à part les débats des chefs où c'est pathétique. Ouais. Bon, hey, je reviens un peu plus haut. Pas si tu as vu ça, là, la loi 10, c'est compliqué. Le ministre Barrette avait déjà parlé, peut-être mettre le baillon avant Noël. Il en reparle après Noël. Là, il en a reparlé hier, peut-être pour cette semaine, vendredi, pour faire passer la loi. C'est pas lourd, ça, un peu, le baillon? Tu sais, je veux dire, on finit tout le temps par faire ça. Quand les gens ne sont pas d'accord avec nous, ben on limite leur pouvoir de pouvoir critiquer. Puis, mais pourquoi la mesure existe-t-elle? Bon. Pourquoi le baillon existe-t-il? Selon moi, il ne devrait pas exister, mais ça, c'est personnel. Oui, c'est ça. Mais là, c'est parce que des fois, il y a ça débattre, c'est important. Mm-hmm. Débattre, et quand tu as toujours les mêmes idées qui y reviennent, à un moment donné, ça devient de la redondance et non plus du débat. Et c'est peut-être ça aussi, là. Mais là, ce que M. Barrette disait, c'est qu'il y a 260, je pense, à 5 articles. On est encore à l'article 4. Puis là, sauf que la réalité, c'est que l'article 4, c'est là où tout se passe. En fait, c'est là où on apprend comment ils vont être divisés. Les 6. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, je ne suis pas tellement pour baillon. C'est très libéral comme manière de fonctionner. En fait, M. Charest nous a habitués à ça pendant plusieurs années. Oui, on a eu quelques baillons quasiment, à tous les mois de décembre. Oui, c'est ça. On se ramassait avec plusieurs de ces... C'est peut-être... bon... Il y a quand même un élément, fort probablement, qui existe aussi, puis qui sous-tend ce que le Parti libéral a quand même, et surtout le ministre Barrette, a quand même toujours voulu amener. Ben, je pense que la solution pourrait être celle qui nous a exposée, entre autres, dans la loi 10,
Or, il voudrait bien la mettre en application, puis il faut que cette loi-là passe pour pouvoir être en mesure de... Bon, on l'a en se disant, vous la jugerez avec son application, et si on s'est trompé, on pourra... Il est toujours le temps de revenir. Tu sais, Jules, dans le système de la santé, là, aux 5 ans, on fait une réforme majeure. Dans 5 ans, on va en refaire un autre en disant... Il faut réorganiser encore ça. Mais sur 5 ans, ça prend 4 ans à peu près à la mettre en place. Je veux dire, ça devient complètement débile. C'est la maison des fous d'Astérix. Tu sais, je veux dire, on n'est pas vraiment dans la résolution de problèmes. En tout cas, ça. Mais effectivement, on revient peut-être à notre premier sujet là, avec la démocratie. Le bâillon, oui, c'est une façon, effectivement, aussi de faire en sorte que la démocratie ne puisse plus s'exprimer. C'est un peu bafoué parce qu'ils sont majoritaires. Là. Ils vont passer leur projet de loi. Ils sont juste trop pressés. Prenez le temps de laisser les gens critiquer, mener des amendements, parce que peut-être que les autres ont des bonnes idées. Puis j'avoue que des fois, on s'oppose pour s'opposer. Des fois, les partis d'opposition, c'est un peu dégueulasse. Peu importe. Moi, j'ai tellement hâte qu'un parti d'opposition fasse « Hey, vous avez une bonne idée, on va l'appliquer. » Tu sais, je sais pas. Il me semble que ça serait simple. Oui, mais il y avait déjà un député qui m'avait déjà dit « Tu peux pas savoir le nombre de votes que l'on prend dans une année à l'Assemblée nationale et le nombre de votes où nous sommes unanimes sur les lois. Ouais. » Sauf que ça ne fait pas l'objet d'une manchette dans un journal. Ben non, c'est pas intéressant. Ben non, on est tous d'accord. Pas de bataille. Donc, on a toujours, en tant que société. Et donc, ça nous donne l'impression qu'à l'Assemblée nationale, tout le monde est tout le temps... Il y en a une gang qui sont contre, il y en a une gang qui sont pour. Ça serait pas le fun sans société, là, qu'on valorise ça, là, le bonheur commun. Hey, tout le monde est d'accord! Ça pourrait. Ça serait bien plaisant. Je sais pas. Hey, un autre mystère, démission Hydro-Québec. Je sais pas si tu as vu, Thierry Vandal a quitté. Puis là, il est comme le numéro 1. Là, on apprend qu'il y en a 2 autres qui quittent, donc numéro 2, numéro 4 à peu près. Qu'est-ce qui se passe à Hydro-Québec? Est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce qu'il se passe quelque chose qu'on ne sait pas? Je pense que les orientations gouvernementales qu'on exige par rapport à Hydro-Québec ne conviennent pas à ces gestionnaires. Qui ont décidé. Et, on n'est pas capable de justifier ça ou on n'est pas capable d'embarquer là-dedans. Donc, on préfère se retirer. Alors, Marc, c'est trop facile. Hein? Je veux dire, quand tu gagnes 400 000 par année de te retirer. Là. Tu gagnes ça, toi? Non. J'aimerais ça. Quand tu gagnes, tu sais, veux dire, tu peux toujours te retirer. Primes de départ, oui, c'est ça. Par contre, ce que ça permet de faire en sorte que c'est l'illustration quand même, parce qu'il n'est jamais quand même bon que toute une direction. Et si je n'ai pas entendu pour les autres. Là, oui, c'est ça, c'est annoncé ce matin. OK. Alors, si ça est aussi vrai, c'est pas nécessairement bon qu'une direction quitte non plus en bloc. C'est pour ça que je dis, il y a peut-être... Exact. Tu peux être en divergence, mais là, la divergence me semble être assez grande pour susciter une problématique. Et la problématique, ça vient, tu peux te remplacer par quelqu'un d'autre, mais le quelqu'un d'autre par lequel tu vas le remplacer, va-t-il être en mesure de donner les mêmes types de performances que l'on a actuellement? Ou on va mettre ce qu'on appelle un dummy qui est d'accord avec toi et puis qui va faire ce que tu veux sans se poser de questions. Oui, mais je veux dire, est-ce que les résultats vont quand même être là? Tu sais, c'est ça l'affaire. Hydro-Québec, c'est relativement facile. Là. Ils font beaucoup d'argent, Hydro-Québec. Là. Ouais. Je veux dire, tu vois comment ils font la partition du revenu aussi là, dans différentes compagnies. En tout cas, c'est bien compliqué, mais bon. OK. Hey, course à la direction du PQ, c'est lancé, puis ça lève pas tant que ça. On va être honnête, là. Je veux dire... Bon, et là... C'est sûr qu'on est au début, là. OK, ça devient toujours... pour les médias, c'est pas encore très intéressant. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de chicane. Il n'y a pas eu encore de chicane, puis tu n'as pas eu encore... par contre, le fait qu'il soit 5 candidats, ça va amener quand même, je veux dire, il y avait Denis Trottier qui confiait à un moment donné que lui, il ne voulait pas là, un 8, 9, 10 candidats, là, comme on a déjà vu. À 5 candidats, ça permet, je pense, l'établissement d'idées, d'orientation qui peuvent être données aux partis, et ça permet d'amener une forme de divergence dans le débat qui peut être intéressante. Le fait qu'il y en ait 5. Maintenant, il y a aussi un autre phénomène.
OK? Puis c'est fort probablement la course à la direction du PQ. C'est peut-être ça que malheureusement, elle va prendre comme tournure. Comment est-ce qu'on pourrait bien contrer PKP? Mais c'est un peu ça. Là. On ne voulait pas un couronnement, mais en même temps, là, j'ai l'impression que la course ne lèvera pas à cause que tout le monde sait qu'il va gagner. Ou encore, c'est ça, là. Il va rester quoi dans le débat? Comment on peut faire en sorte faire un débat intelligent où on ne commencera pas à se lancer des couteaux comme on a fait. Là. Parce que c'est ça qui peut être dommage et c'est ça qui peut être fait. Maintenant, quand on dit « Ah, il est gagnant, il va l'emporter. » Oui, mais il va l'emporter. Pourquoi, là? Le monde a voté? Pas oublier qu'il y a quand même un vote là-dessus. Pas oublier que Stéphane Dion oui, a on peut déjà avoir été chef des du Parti tendances. libéral. Oui, on peut avoir, hein? On ne peut pas oublier que Stéphane Dion a déjà été chef du Parti libéral. Oui. Non, mais c'est parce que personne ne le voyait gagner. Exact. Finalement. Exact. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un vote, ça se prend dans une forme de... Aujourd'hui, il peut se prendre par téléphone, mais il y a quand même un vote. Et c'est l'addition des votes qui fait que quelqu'un gagne. C'est ce que c'est seulement les délégués qui vont pouvoir voter. Exact. C'est pas je ne sais pas. Il n'est pas universel. Ah, peut-être, mais c'est pas pour tout le monde. Ça avait été proposé par Alexandre Cloutier, c'est que n'importe qui puisse voter. Oui. Et là, c'est veut dire, quand je te parle d'universel, c'est que tout membre oui. du PQ, il n'est pas obligé d'être présent, là, d'avoir une délégation. C'est ça. D'avoir un délégué, mais il peut avoir droit de vote soit par téléphone ou par Internet. Et puis là, il y a tout un ensemble. En tout cas, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas regardé là, parce que la décision est certainement prise là, sous le mode de scrutin qui va se faire à cette course-là. Mais là, je ne m'en souviens pas. Mais indépendamment de ça, ce que je veux amener là-dessus, c'est que peu importe que l'on dise « Ah, le gagnant est PKP », mais quand on dit ça, c'est qu'on nie fondamentalement toute cette course-là. Oui. Et on n'a pas à l'amener. Eux, les médias d'information peuvent s'en faire des gorges chaudes à vouloir l'amener puis dire « Bon, mais ce que tu vas faire quand tu fais cela, c'est que tu fausses ce que doit être un débat d'une course à la direction du PQ. Oui, d'un parti politique. Je vais être méchant, là, mais les médias faussent les débats depuis que... Ah je veux dire, là... Depuis que les débats existent. Depuis que les débats existent. Je veux dire, on ne peut pas faire des débats de fond. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils chicanent. Fait que les politiciens se permettent de jamais répondre aux questions, juste de soit marteler leur message ou d'attaquer les autres sur des affaires qui n'ont pas de lien avec la question sur laquelle ils sont posés. C'est en plein ça. C'est d'un pathétisme, mais les médias se raffolent de ça parce que là, ils ont un petit clip de monde qui s'engueule et qui lève le ton. Ça devient lourd. Malheureusement, on est dans... On fait la même chose, moi et toi. On n'est pas d'accord. Sauf que... Bon. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, mais le fait que tu dises que ça ne lève pas, moi, ce que je trouve, c'est qu'on est au début de cette campagne-là. Ce à quoi on va assister, effectivement, c'est que quand ils vont avoir ils ont commencé, d'ailleurs, un peu leur tournée de l'ensemble des circonscriptions, puis de rencontrer les membres. Or là, ils vont avoir excuse l'expression, mais un feedback du membre, proprement dit, qu'ils vont rencontrer. Et là, on va pouvoir voir des resserrements dans des positions parce qu'on va se rendre compte que, bon, ben, je passe pas avec cette idée-là. Il faudrait peut-être que je la... D'ailleurs, j'ai deux questions rapidement là-dessus pour toi. Jean-François Lisée qui s'en va. Pourquoi? Et Martine Ouellette qui pose déjà, tu sais, dire, moi, premier mandat, référendum, c'est pas... Mais tu sais, sur l'exemple de l'Écosse, je trouve pas ça bête non plus. On a vu ce que ça a donné. Qu'est-ce que tu en penses? D'ailleurs, elle y était. Hein? Elle est allée, elle aussi, en Écosse pour voir de quelle façon ça se passait. Ça fait partie des positions qu'il faut que tu éclaircisses, surtout quand tu es au PQ. Oui, je pense que oui. Parce que c'est quand même dommage qu'au PQ, on en soit rendu à dire... L'idée de base, c'était de faire l'indépendance du Québec. C'est ça à l'époque, quand c'est le mouvement sur et aujourd'hui, c'est quand même dommage de dire que le seul débat qui devient important au PQ, c'est pas celui-là de faire l'indépendance du Québec, pourquoi on devrait la faire, comment on devrait la faire. C'est quand est-ce qu'on fait un référendum? Ouais. Ça, là, c'est un accessoire. C'est un accessoire. Mais en tout cas, au moins, on se dit, voilà où est-ce qu'on voudrait amener le Québec. Mais tu sais, je veux dire, tu n'élis pas un chef ou une chef d'un parti politique pour faire juste une élection.
Non. Théoriquement, non? Il veut dire ça s'appelle parce que c'est un programme électoral. Mais c'est les autres partis puis les médias qui gargarisent aussi avec ça. Exactement. Là, je veux dire, Exactement. Donc, ça permet de dévier, aux dernières campagnes provinciales, là, M. Couillard a dit à peu près 6 000 fois, on fera pas de nous, on ne fera pas de référendum. Exact. On le sait, vous êtes le Parti libéral. Mais ça. c'était ça. C'est le message qu'on voulait marquer. C'est en plein ça. Hey, encore une fois, Jules, c'est merveilleux. On n'a pas le temps de se rendre aux actualités internationales parce qu'on n'arrête pas de jaser puis on discute. C'est intéressant. Hey, merci d'avoir été des nôtres. Pas de problème. Et à vous, chers téléspectateurs qui nous avez écoutés, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, ça m'intéresserait de savoir, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc, si vous voulez réagir sur nos débats, ce qu'on a pensé, notre opinion, amener d'autres sujets, faire valoir, peu importe, vous voulez venir ici en studio avec nous, écrivez-nous tvldm9@videotron.ca ou, et surtout, allez sur notre page Facebook à facebook.com/tvldm9. Là, vous pouvez nous aimer, nous liker et vous allez avoir toutes nos émissions, toute l'actualité directement sur votre Facebook. Et comme vous y passez beaucoup de temps, bien, ça va être bien plus facile. Merci. On se dit à la semaine prochaine. Merci, Jules. Au revoir. Salut. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Vous habitez en forêt ou à proximité? Certaines précautions peuvent être prises pour diminuer les risques reliés au passage d'un incendie de forêt. Tout d'abord, nettoyez vos gouttières des branches et feuilles mortes qui pourraient s'y retrouver. Également, coupez les branches des arbres qui surplombent votre toiture. Les dessous de galeries sont souvent des endroits propices pour l'accumulation d'objets et de feuilles mortes. Assurez-vous que cet endroit est dégagé de toute matière inflammable. Si vous souhaitez brûler vos rebuts, utilisez un foyer par étincelle ou privilégiez le compostage. Ces petites actions peuvent faire la différence pour la protection de votre habitation et dans la diminution des risques de propagation d'un incendie de forêt. Dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts.